Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois d'août. Pour les nouvelles personnes là, qui sont dans la salle, on est aussi en même temps en direct sur Facebook. Je vais faire un retour sur les événements du 9 et 10 août. On a eu une accumulation d'eau qui a été très, très, très importante. Il y a bon nombre d'entre vous qui avaient eu de l'eau dans leur sol. Donc, je vais faire un bref retour sur ce qui s'est passé. Donc, les prévisions prévoyaient des accumulations autour de 80 mm, alors que nous en avons eu près de 170 mm d'eau. Il y a eu deux pointes qui ont eu lieu. La première pointe est tombée très tôt le matin du 9 août, où on a reçu à peu près 40 mm d'eau en un peu plus d'une heure. Fait que nous avions déjà du personnel sur le terrain et nous avons pu contrôler ce coup d'eau-là. Concernant la deuxième pointe que nous avons connue en début de soirée, c'est près de 80 mm d'eau en près d'une heure et demie. C'est 60 mm d'eau en une heure. Fait que vous comprendrez que c'est un coup d'eau énorme que malheureusement nos infrastructures n'ont pu contenir. Cette situation n'est pas unique à Sainte-Marthe-sur-le-Lac parce que, comme vous avez pu voir au travers des différents médias, ça a été pour toutes les municipalités qui ont été affectés par cette tempête tropicale, qui ont eu des dommages. Puis on est en mesure de constater aussi que certaines municipalités ont eu des dommages beaucoup plus importants que nous. Là. Si on regarde là, Saint-Lin-Laurentide, puis il y a des villes aussi plus au nord là, dans les Laurentides. Donc, en résumé, nous avons un débordement de la branche du ruisseau Perrier, qui est mitoyen avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, derrière l'école des Lucioles. On a eu des accumulations d'eau importantes aux limites de Deux-Montagnes, près du boulevard des Promenades. Il a même fallu qu'on dévie la circulation et fermer un tronçon du boulevard des Promenades là, pour faire dévier la circulation. On a eu de nombreux refoulements d'égouts. Il y a eu une panne d'électricité majeure aussi, touchant plusieurs villes des Basses-Laurentides peu après minuit, dans le fond, là, au début du 10 août, qui est venu nous donner une petite frousse parce que à minuit 24, c'est plein de villes des Basses-Laurentides, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Deux-Montagnes, Saint-Eustache. Il y a une partie de Sainte-Thérèse, Boisbriand qui ont tombé. Il n'y a plus d'électricité. Il y a dû avoir une problématique là, au niveau d'Hydro-Québec d'un poste. Nous, on a quand même été chanceux parce que c'est que l'extrême ouest qui a été touché le long de la rue de l'Érablière puis la rue Lorrain. Donc, pour avoir été sur le terrain jusqu'aux petites heures du matin, je peux vous assurer que les employés municipaux ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Les informations concernant le programme du gouvernement ou comment faire une réclamation à la ville se retrouvent sur le site Internet. Toutes les informations sont là. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec les gens de la ville. Je rappelle également que le garage municipal sera ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à 16h jusqu'au 2 septembre inclusivement. Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler aussi du projet pluvial au sud du chemin d'Oka, parce qu'on s'entend qu'il y a un lien direct avec ça. Le projet pluvial, ça fait un bout de temps là, qu'on vous en parle, comme quoi qu'on travaille sur ce projet-là. Fait qu'il s'agit d'un projet que nous travaillons depuis notre avant-poste. Il s'agit de doter la partie sud du chemin d'Oka et une partie au nord du chemin d'Oka d'un réseau pluvial ainsi que d'une station de pompage supplémentaire. Fait que nous travaillons également à intégrer des bassins de rétention afin d'aider ce futur réseau. Nous avons pu constater que certains bassins où l'on n'avait pratiquement jamais eu d'eau ont fait le travail. Si vous passez au coin de boulevard des Promenades et boulevard des Pins, juste après le commerce, là, dans la courbe, il y a un bassin de rétention là. J'ai jamais vu d'eau là, jamais. Puis on a des images que le bassin il était plein. Fait que des bassins de rétention, ça fait le travail. On en a aussi le long de la rue Lorrain, là, où est-ce que pratiquement là, on n'en voit pas beaucoup d'eau. Donc, c'est vraiment, on veut intégrer des bassins de rétention justement là, avec l'arrivée du système pluvial. D'ailleurs, nous avons eu une subvention de plus d'1 million de dollars dans le cadre du programme Oasis Volet 1. On a eu l'annonce là, il y a quelques mois, là, c'est peut-être 3 mois environ. Dans le fond, le volet 1, ça consiste à répertorier les risques liés aux vagues de chaleur et aux précipitations intenses.
de trouver des solutions d'adaptation pour prévenir ces risques, puis de préparer et estimer les projets pour déposer une demande au volet 2 pour la mise en place d'infrastructures. Fait que présentement, on a débuté les processus, drôle d'adon, mais ça a tombé en même temps que l'épisode là, dans la fin de semaine, mais dans le fond, là, on est en train de préparer le volet 1 pour arriver déposer dans le volet 2. Puis je tiens à souligner aussi qu'on est la seule ville où il y a 2 villes où est-ce qu'on a eu des montants importants. Là. Toutes les autres villes ont eu des montants plus bas qu'1 million. Donc notre projet est quand même porteur là, sur la trame verte et bleue qu'on veut réaliser. Donc après ça, va suivre une demande au volet 2 pour la mise en place d'infrastructures. Ensuite, règlement sur les zones inondables. Bon, ça aussi, ça fait quelque temps qu'on vous en parle. Il y a quand même un lien direct avec ce que je vous ai parlé précédemment, l'implantation du réseau pluvial. La nouvelle réglementation risque de nous affecter dans le temps qu'on veut. Dans le fond, m'en a dit le timeline, là, c'est une mauvaise expression anglophone, là, mais dans l'élaboration du projet de pluvial, parce que il y a beaucoup de contraintes qui arrivent avec cette nouvelle réglementation-là. Je vais juste vous lire une lettre ouverte que le ministre et député de Deux-Montagnes, Benoît Charette, et Mme Damour ont écrit dans le journal L'Éveil. Vous pouvez consulter là, cette lettre ouverte-là. Là. Je vais vous la résumer brièvement. Là. Grosso modo, là, ce qu'ils écrivent, c'est que le gouvernement a rendu disponible pour consultation une proposition. C'est une modernisation qui est attendue notamment par le milieu municipal. Et le gouvernement s'est fermement engagé à mettre en place les moyens requis pour que collectivement, qu'on puisse s'adapter au changement climatique. Fait qu'un peu partout au Québec, dans la dernière décennie, il y a eu des sinistres, fait que des inondations 2017-2019, des impacts majeurs non seulement sur les personnes directement affectées par les sinistres, mais par les communautés et notre société dans son ensemble. Fait que certains d'entre vous avaient directement été touchés par ces sinistres et à même de constater notre vulnérabilité face aux inondations. Ensuite, le constat est clair. On doit revoir notre façon de construire, notre façon de penser notre territoire. Donc, pour assurer la sécurité des communautés, nous nous basons sur une approche modernisée, basée sur la science et axée sur la gestion des risques. Fait que cette modernisation permet aux municipalités d'offrir une protection supplémentaire aux riverains. Donc, cette protection aura pour effet de diminuer l'intensité du risque dans la zone protégée par l'ouvrage. En ce sens, les ouvrages de protection comme les digues de Pointe-Calmet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac et de Montagne sont modernes. Leur efficacité sera considérée dans l'évaluation de l'intensité du risque. Les territoires ainsi protégés pourront tout comme aujourd'hui continuer à prospérer et à se développer. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On est dans la même veine de pensée parce qu'effectivement, il faut revoir notre territoire. Il faut s'adapter au niveau des changements climatiques. Ça, on est totalement conscient. On est totalement conscient aussi qu'il y a quand même un risque d'habiter derrière un ouvrage de protection. Risque ainsi petit soit-il, parce que le risque zéro n'existe pas. Sauf que on a quand même un territoire qui est protégé par une infrastructure, puis on se retrouve dans une même catégorie que des municipalités qui n'ont pas d'ouvrage de protection. Fait que c'est vers là qu'on a les mêmes buts, on a une même pensée, c'est juste dans la façon d'appliquer la réglementation qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis je pense qu'il y a une façon de faire pour ne pas impacter 2000 citoyens qui, du jour au lendemain, vont se retrouver en zone inondable, mais il y a une façon que les gens prennent conscience des risques et puis du fait qu'on habite derrière un ouvrage de protection sans qu'il y ait un impact au niveau de la zone inondable. Fait que ce qu'on demande, grosso modo, là, les demandes, c'est de reconnaître l'ouvrage de protection. Fait que c'est la nouvelle
appellation pour la digue, là, vous allez entendre OPI, c'est Ouvrage de protection contre les inondations, de créer une zone supplémentaire et non une zone inondable, comme parce que là, on sépare les zones en 4, zone faible risque, risque modéré, risque élevé, risque très élevé, mais de créer une nouvelle zone protégée par un ouvrage de protection contre les inondations. Puis d'avoir une flexibilité réglementaire liée à cette nouvelle zone en prenant en compte la réalité territoriale des municipalités protégées par un OPI. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 32 ouvrages de protection qui ont été répertoriés par le gouvernement. Sur les 32, c'est sûr que ce n'est pas tous les ouvrages de protection qui risquent d'être reconnus. Parce qu'il y en a que, bon, mais ça fait longtemps, il y a peut-être des OPI qui sont désuets, mais c'est clairement chez nous, là, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puis dans les villes environnantes, c'est des infrastructures qui sont flambant neuves, qui ont été faites par les bureaux d'ingénierie, puis qui a une solidité, puis on est capable de démontrer sa solidité. Fait que, en ayant peut-être une vingtaine d'ouvrages de protection, 20-25, je pense que le gouvernement est capable de s'occuper de 20 ou d'une vingtaine de plans particuliers, dans le fond, de s'occuper qu'on ait une certaine flexibilité. Parce que si on a chacun notre plan de mesure de risque, puis qu'on est capable d'arriver avec des paramètres là, pour bien avertir la population, ben je pense qu'on est capable de faire le travail sans être en zone inondable, puis le gouvernement est capable de chapeauter une vingtaine de municipalités avec des ouvrages de protection pour mettre en place ces programmes-là sans être dans un carcan de zone inondable. Parce que, juste pour vous donner des exemples, là, demain matin, on fait reconnaître notre zone inondable, pas notre zone inondable, on fait reconnaître notre ouvrage de protection, notre digue. Bien là, c'est tout le secteur en bas du chemin d'Oka qui va tomber en zone en faible risque. Mais zone de faible risque, c'est pas vrai qu'on peut continuer à prospérer et à se développer sans conséquence. Là. Je veux dire, demain matin, vous agrandissez votre maison, mais votre agrandissement, là, bien, il faut qu'il soit protégé il faut qu'il y ait un solage de refuge ou il faut qu'il y ait un moyen de bloquer l'eau. Mais on s'entend que versus une municipalité qui n'a pas d'ouvrage de protection, le risque est beaucoup plus élevé dans ces municipalités-là que nous. Parce qu'à 26,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, la digue, il n'y a pas d'eau qui va passer par-dessus. Puis s'il y en a, là, mais il n'y a plus personne qui va habiter dans sa maison à ce moment-là parce que l'eau va déjà avoir passé par-dessus la digue à Deux-Montagnes puis à Pointe-Calumet. Fait que le seul risque qu'on a, là, qu'on soit inondé par le lac des Deux-Montagnes, c'est que la digue a brise. Fait que ça, c'est le risque. Fait que, puis comme je disais tantôt, le risque zéro n'existe pas, mais on s'entend qu'avec l'infrastructure qu'on a, le risque est pas mal amoindri. Fait que, on est capable d'arriver avec puis un autre exemple, que demain matin, là, il y a une personne qui construit sa maison, mais sa maison, là, d'un, il va falloir que son seuil de porte soit plus haut que la hauteur de la ligne de 350 ans, plus 45 cm. Fait que là, ça amène un seuil de porte très haut. Sauf que le problème, c'est que dans le milieu hydrique, parce qu'un milieu hydrique, on est considéré toute zone inondable, on ne peut plus faire de remblais sur nos terrains. Ça veut dire qu'on ne peut pas rehausser la maison. Fait que là, le terrain. Fait que ça veut dire qu'on va avoir des terrains qu'on ne peut pas bouger le terrain qui est là présentement. Puis on va avoir des seuils qui vont être très hauts. Puis là, de votre entrée de garage, mais malheureusement, ben, vous ne pourrez plus l'asphalter parce que dans une zone inondable, ben, il faut que votre allée de garage soit perméable à l'eau. Mais dans notre cas, nous, là, on ne rentre pas dans ce cadre-là. Fait que c'est pour ça que ce qu'on demande, c'est d'arriver avec une nouvelle zone spécifique pour avoir une spécificité puis avoir une flexibilité. Depuis le départ, on est dans une situation exceptionnelle. La preuve, c'est que le gouvernement, par décret, a autorisé tous les gens qui ont subi l'inondation en 2019 de reconstruire sans restriction d'une zone inondable. Puis il y a des gens ici là, qui voulaient là, s'immuniser. Puis le gouvernement a dit non, mais on ne vous aidera pas financièrement parce que vous êtes en zone non inondable. Puis là, 4 ans, 5 ans plus tard, là, le régime change puis on renverse la vapeur. Fait que c'est ça. C'est que là-dessus, on veut vraiment votre appui parce qu'on ne pourra pas y arriver sans vous.
pour les gens qui ont été dans la salle, vous êtes arrivés, là, il y a une pétition à signer. On a commencé à sillonner là, les rues pour récolter des signatures parce qu'on a besoin de votre appui face au gouvernement parce qu'on a une situation qui est exceptionnelle puis il n'y a pas beaucoup de villes dans la même situation que nous. On a une bande de noms qu'on a déjà récoltés. Dès demain, on va vous appeler pour vous solliciter pour venir faire du porte-à-porte. Et s'il y a des gens qui veulent nous aider à faire du porte-à-porte et récolter des signatures, mais on va prendre votre nom. Il y a un formulaire là, en ligne là, quand vous arrivez sur le site Internet, il y a un encadré rouge. Vous cliquez là-dessus, toutes les informations sont là et on prend toute aide nécessaire pour aller chercher des signatures. Parce que le but, c'est vraiment d'arriver puis de démontrer au gouvernement que oui, la Ville va déposer un mémoire, mais qui est appuyé par l'ensemble des citoyens de la Ville. Donc, il y a aussi, si ce n'est pas déjà envoyé, demain matin, on va solliciter une rencontre avec le ministre Charette et notre député Sylvie Damour pour justement faire valoir notre point. Parce qu'encore une fois, on est dans la même veine de pensée, là. Je veux dire, comme je vous ai parlé, on est avec le programme Oasis, avec le réseau pluvial qu'on veut mettre en place, puis c'est un projet majeur là, pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pour ceux qui ont connu les égouts là, à la fin des années 90, là, mais c'est à peu près c'est à peu près un même projet. Là. Fait que, mais on veut doter le territoire de bassins de rétention pour qu'on soit encore plus résilient, puis qu'on puisse faire face justement à des épisodes démesurés comme on a connu là, en fin de semaine passée. Fait que puis ça, ben, on veut mettre ça en place, puis on ne s'en va pas à l'encontre du gouvernement avec des projets comme ça. Là. Au contraire, on est dans la même pensée qu'eux, mais c'est juste c'est dans la façon de penser qu'eux, mais c'est dans la façon de faire. Puis je pense qu'on a des bons points à amener, puis on se doit d'avoir une flexibilité. Donc, voilà pour tout ce qui est le changement de réglementation. Puis, si vous voulez signer, parce qu'on se concentre beaucoup sur le bas du chemin d'Oka, parce que c'est vraiment, là, c'est les gens qui sont touchés, fait que on va chercher les signatures. Mais si vous habitez en haut du chemin d'Oka, on a besoin de votre appui aussi. Fait que, puis si avant le 17 septembre, on fait l'ensemble du bas du chemin d'Oka, mais on va aller vous voir en haut. Puis si vous voulez venir signer, ben, à l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque et au centre communautaire, on a des feuilles. Donc, on vous invite à vous déplacer. Il n'y aura pas de pétition en ligne parce qu'on veut vraiment avoir un poids pour dire ben, que les gens se sont déplacés, ont signé à l'encre pour faire en sorte que ben, on n'a pas de faux compte qui a signé. Il n'y a pas Pierre Jean-Jacques à Saint-Rédempteur qui est venu signer la pétition. C'est qu'on veut que les Martelaquois appuient ce mémoire-là. Donc voilà. Et en terminant, ben, fête de la famille. On a eu, au travers de tout ça, on a eu la fête de la famille samedi que les employés ont réussi à livrer. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont travaillé en tabarouette cette fin de semaine-ci. Ils ont travaillé toute la nuit. Après ça, puis avec les pluies qu'on a eues, on n'a pas pu la préparer le vendredi. Fait que ça s'est tout fait le samedi matin. Et on a réussi à livrer la fête à temps pour accueillir les familles puis les enfants qui sont venus. On a eu une belle journée. Donc, on est très content qu'il y ait eu des familles qui ont su en profiter. Fait que sur ce, c'était mon court début d'assemblée. Nous allons commencer avec l'ordre du jour, le point 1.1. Qui propose l'ordre du jour? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. On arrive à 1.2, période d'intervention. C'est période de questions ou d'intervention. On donne 5 minutes à chaque personne, grosso modo. Je n'ai pas de timer. Là, on y va à peu près. La première période d'intervention, c'est concernant seulement les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant l'ordre du jour, c'est à ce moment-ci. On va aller dans la salle en premier, puis après, on va se tourner sur Facebook.
il y a une deuxième période d'intervention après l'adoption des résolutions, où est-ce que là, c'est ouvert à toute question. Fait que si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, ben vous avancez au micro, vous vous présentez, prénom et nom, et votre rue de résidence, puis vous posez votre question, vous faites votre intervention, et puis on va essayer de répondre au meilleur de notre connaissance là, à vos interrogations. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour dans la salle? Puis s'il y a de quoi, ben il y a la deuxième période d'intervention par la suite. Elle est ouverte à tout sujet. OK. Ah, elle est après le dépôt. OK. C'est le point 15. Ouais. Parfait. Est-ce que sur Facebook, il y a... Non? Super. Je vais juste rallumer mon ordi. OK. Donc, 1.3, période réservée aux élus. Madame Lamontagne, district numéro 1. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous inviter à participer. Excusez-moi, j'essaie de retrouver mon papier. À participer au grand nettoyage riverain. L'année passée, on avait participé à cet événement. C'était avec différentes villes là, de la MRC qui bordent le lac des Deux-Montagnes. Donc, il s'agit d'aller ramasser les déchets qui se retrouvent sur le bord du lac. C'est le 7 septembre 2024. Vous pouvez voir, toutes les informations sont sur la page Facebook de la ville, aussi sur le site de la ville. Ça va se passer au parc de la Frayère à partir de 9h30 le matin, samedi 7 septembre. C'est toujours un événement quand même agréable, là, malgré qu'on ramasse des déchets. Souvent, on est avec d'autres citoyens, on rencontre des gens, puis je pense que c'est important, là, des fois, de se rassembler pour travailler un peu ensemble à améliorer notre environnement, puis ce très beau parc là, qui est le parc de la Frayère. Donc, je vous invite à venir participer en grand nombre. Merci. Parfait, merci beaucoup. Madame Wallo, district numéro 2. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler de 3 consultations citoyennes qui s'en viennent au mois de septembre. Il va y avoir une consultation sur la prévention de la criminalité qui va avoir lieu le 5 septembre. Donc, c'est l'endroit pour parler de vos préoccupations, de parler qu'est-ce qui se passe dans votre coin, y a-t-il des solutions que vous avez pour aider à la situation. Donc, ça, c'est le 5 septembre à partir de 19h. Il va y avoir aussi une consultation pour les aînés. Ça va avoir lieu le 12 septembre de 10h à peu près 3h l'après-midi. Il va y avoir une consultation le matin. Ensuite de ça, il y a un repas, hot dog, épluchette de blé d'Inde. Et par la suite, il va y avoir aussi une présentation sur les fraudes aux aînés. Donc, puis la 3e consultation, c'est le 18 septembre. C'est vraiment pour les jeunes de 15 à 25 ans. On a besoin de savoir qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui pourrait améliorer justement, répondre à vos besoins, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de l'emploi, citoyenneté, culture, environnement. Donc, on invite tout le monde à participer. Pour participer, les gens peuvent s'inscrire. Moi, j'ai des petits coupons qu'on donne aux gens là, lorsqu'on fait notre porte-à-porte qu'on fait en ce moment, là, justement, pour les zones inondables. Mais vous pouvez vous inscrire au numéro suivant, c'est le 450-472-7310 et c'est le poste 219. Je vous remercie. Bonsoir. Parfait, merci beaucoup. Puis, on aimerait de la participation. On vous consulte justement pour mettre en place des actions. Donc, gênez-vous pas à participer là, à ces 3 consultations-là. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir. Juste pour vous aviser que la nouvelle édition de Vision sur le lac, l'édition de l'automne, est présentement en circulation. Donc, si vous ne l'avez pas encore eu, ça s'en vient. Il y a des belles choses là-dedans pour toute la famille. Prenez-en connaissance. Merci. Parfait, merci. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, bonsoir à tous. Dans le fond, moi, c'est un sujet un petit peu plus léger, là. C'est ce vendredi, on a le cinéma sous les étoiles.
Représentation là, du film Barbie. Donc, on vous invite à venir habillé en rose le plus possible pour cet événement-là. Donc, ça va débuter là, au crépuscule. Donc, c'est dans le stationnement là, en arrière du centre communautaire. Donc, on vous attend en grand nombre. Merci, bonne soirée. Merci, M. Limoges. Allez-vous être là en rose? Je ne sais pas encore. Parfait. District numéro 7, M. Brise-Boisproux. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai 2 sujets ce soir pour vous. Le premier, eh bien, c'est la rentrée. En tant qu'enseignant ici, on est très concernés. Surtout, je vais vous parler de sécurité routière. Je vous rappelle que c'est 30 km/h. Tu sais, souvent, on dit à un parent qui va porter son élève, excusez, je suis dans les termes, son enfant, c'est un parent qui va reconduire. Et ensuite, lorsque son enfant a quitté sa voiture, souvent, on oublie qu'on est parent, on devient un travailleur, on a plein d'obligations. Il faut vraiment respecter le 30 km/h. Souvent, ça va sauver des vies. Et parallèlement aussi, j'imagine que tout parent a sûrement déjà connu des périodes d'anxiété de leur enfant. Une rentrée, c'est gros, c'est énorme. L'école, tant au primaire qu'au secondaire, c'est toute leur vie. Mettez-vous à leur place. Imaginez que vous commencez un nouveau travail demain, c'est du nouveau. Vous avez beau connaître l'école, tout est nouveau, nouvel horaire, souvent des nouveaux enseignants, des nouvelles personnes dans leur groupe. Ça peut être très, très, très anxiogène. Donc, simplement d'en parler, et il y a énormément de ressources. Je sais qu'en tant qu'enseignant, moi, il y a de ça peut-être 8 mois, je disais justement qu'il manquait de ressources, puis j'étais dans les rues justement, mais il y en a des ressources. Donc, n'hésitez pas non plus à contacter. Il y a des TES aux écoles, il y a de l'aide CLSC, travailleur social, souvent la santé mentale. C'est excessivement important et ça fait tellement une différence. Les élèves qui viennent à l'école sont là pour apprendre et il n'y a rien de mieux qu'un environnement sécurisant et sain. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos enfants, justement, de la rentrée et de les encourager là-dedans. Deuxième sujet, complètement différent, c'est, je voulais souligner les performances sportives de nos Martelaquois, Martelaquoises. Il y a eu le marathon de la relève Rio Tinto. Ça, c'est de la nage. Et j'ai souvent parlé de Laurie Drouin. Souvent, elle se méritait des bourses, mais elle a fait le marathon de nage en 2h17 minutes. Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'exploit, mais c'est complètement fou. Donc, je voulais la féliciter. Il y avait aussi Caroline Bolduc, même chose, en bas de 3 heures, elle a réussi à faire un marathon à la nage. Je lève mon chapeau. Et finalement, il y a un nouvel athlète qui vient de passer dans l'éveil, William Provost en BMX, qui est même perçu comme un athlète à surveiller. Très, très, très performant. Donc, on remercie ces athlètes-là de faire rayonner la ville. Je sais que dans les derniers moments à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça n'a pas toujours été joyeux, mais on peut être fiers de nos athlètes qui nous représentent depuis cet été. Parfait, merci. Puis je rappelle aussi qu'on a un programme justement là, d'aide financière aux sportifs martelaquois. Donc, si vous êtes un sportif de haut niveau, vous pouvez communiquer avec les loisirs. On a un programme là-dessus. Il faut comprendre aussi que les 2 nageuses, c'est en eau libre. C'est dans le cadre de la traversée du lac Saint-Jean. Puis en plus, il y avait leur bateau identifié Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est des performances qu'il faut souligner parce que ça a l'air qu'il y avait de la vague puis que c'était des conditions qui n'étaient pas faciles. Donc, chapeau à vous deux, puis chapeau aussi au jeune homme là, en BMX. Donc, voilà, c'est ce qui termine le point 1.3, période réservée aux élus. 2, procès-verbal. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2024 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie. Monsieur Daou. Alors, bonsoir à tous. Écoutez, la commission s'est tenue le 16 juillet dernier. Il y a eu une présentation d'un document de travail concernant le plan de zonage. Une proposition de modification ont été présentées aux membres de la commission. On s'est aussi interrogé sur le nombre minimal de cases de stationnement pour les bâtiments de 12 logements et plus. Et puis aussi, on a proposé de mettre en place une procédure afin de pouvoir consulter les règlements qui devront être commentés dans le cadre de la refonte qui s'en vient, parce qu'on a un gros travail en urbaniste présentement. Alors donc, je propose de déposer
le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie. Parfait, merci beaucoup. Donc, 4.1, avis de motion. Avis de motion et dépôt de projet de... Il manque le 3.2. Ah, ben oui, 3.2, merci. Je me rappelle à l'ordre. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation des recommandations. Monsieur Boyer. Oui, donc, bonsoir. Donc, on a eu la rencontre le 8 août dernier. On a eu, évidemment, la présentation des documents financiers traditionnels, les chèques émis, les comptes à payer, les amendements, les listes de dépenses consommateurs, les analyses des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire et les visas. Donc, la première recommandation, c'est d'adopter les listes des comptes à payer accompagnés des documents connexes tels que déposés. Par la suite, on a eu une bonne discussion sur plusieurs politiques de la Ville qui ont été mises à jour. Donc, la première étant la politique sur le remboursement des dépenses des élus et des employés. Donc, on recommande l'adoption de la politique telle que présentée en commission datée du 6 juin. Donc, on recommande d'adopter les modifications proposées à la politique de capitalisation et d'amortissement en immobilisation et à la politique concernant la gestion des petites caisses à fonds fixes à la séance du mois d'août, donc aujourd'hui. On a aussi l'ajout d'un règlement 638 décrétant des amendes lors d'infractions au règlement de la Ville et proposé aux membres. Donc, la prochaine recommandation, c'est de recommander la mise à jour du règlement 638 décrétant les montants des amendes lors d'infractions au règlement de la Ville. Et finalement, on a révisé la politique d'approvisionnement des biens et services. On a recommandé l'abrogation de la politique existante, vu qu'elle est maintenant intégrée dans le règlement d'approvisionnement. Donc, sur ce, je dépose et je propose... Excusez, j'ai perdu ma page. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci beaucoup. Donc, 4.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 638-3, modifiant le règlement 638 décrétant le montant des amendes lors d'infractions au règlement de la Ville. Madame Surprenant. Oui, moi, Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement 638-3, modifiant le règlement 638, décrétant le montant des amendes lors d'infractions au règlement de la Ville et dépose en ce sens ce projet de règlement. Parfait, merci. La modification, c'est tout simple, là, c'est un ajout d'un paragraphe qui vient donner un peu plus de mordant dans notre réglementation. C'est ce qu'on dit que une infraction et là, je ne vais pas le libeller là, exact, là, mais dans le fond, là, ça nous permet d'émettre un constat d'infraction à tous les jours pour une infraction qu'on constate. Pour ceux qui habitent au bas du chemin d'Oka, là, si vous avez passé pas loin de la 34e avenue, là, vous allez constater que c'est ça, on a un problème. Puis, si on veut résorber le problème, il faut quand même mettre une certaine pression. Et puis, c'est en amendant ce règlement-là pour justement faire en sorte qu'on peut émettre un constat d'infraction à tous les jours. Donc, voilà. 5.1, règlement numéro 661-1, modifiant le règlement numéro 669 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Adoption. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement 669 concernant le régime de retraite, considérant qu'un avis de motion a été présenté, considérant qu'un projet de règlement a été déposé aussi à une séance antérieure. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement numéro 669-1, modifiant le règlement 669 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a exemption de lecture puisque chacun a reçu le règlement 72 heures avant la séance. Puis il n'y a eu aucune modification. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Excellent. Monsieur Boyer, là, grosso modo, êtes-vous en mesure de nous expliquer un peu là, Oui. C'est des ajustements par rapport aux invalidités longue durée au niveau des paiements pour les employés qui sont affectés par ça. Parfait. Merci. 5.2, règlement numéro 697-1, modifiant le règlement numéro 697 concernant les commissions spéciales et les comités adoption. Donc, considérant que le Conseil de Ville a adopté un règlement sur les commissions, concernant qu'il est d'avis que le lieu de modifier le dit règlement.
Donc, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 697-1 modifiant le règlement 697 concernant les commissions spéciales et comités. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, la modification, c'est qu'on avait une commission de suivi des politiques, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas très efficace parce que là, on prenait toutes les politiques, mais si on avait une politique qui touchait les finances, bien après ça, on l'envoyait à la commission de finances. Fait que là, elle passait à 2 fois. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va arrêter de niaiser, puis elle va lire cette commission-là, puis chaque politique va être dirigée dans chacune des commissions. Fait comme ça, au lieu de prendre du temps et de passer au travers de 2 commissions, on les envoie directement dans chacune des commissions. Donc, c'est le changement là, qui est amené. 5.3, règlement numéro 713 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire adoption. Considérant l'obligation pour toute municipalité d'adopter un règlement de gestion contractuelle, considérant qu'en vertu de cette disposition, un tel règlement de gestion contractuelle s'applique aux contrats municipaux, prévoit des mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractant et voulant contracter avec la municipalité. Considérant que ce règlement peut aussi prévoir le règlement de passation des contrats qui comporte une dépense se situant entre 25 000 $ et le montant déterminé par décret ministériel pour un appel d'offres public, pouvant varier selon les catégories de contrats déterminés. Considérant qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 477 de la loi sur les cités et villes, le conseil d'une municipalité doit également adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant que le conseil d'une municipalité peut, par règlement, déléguer tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité. Considérant qu'il a lieu d'adopter un seul règlement combinant les obligations prévues aux articles 573.3.1.2 et 477 de la loi sur les cités et villes. Puis considérant qu'il y a un avis de motion et un dépôt de règlement qui a été fait le 10 avril 2024, qui a été tenu le 10 avril 2024. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 713. Est-ce que la date est bonne du 10 avril 2024? Oui? Oui. OK, parfait. Il est proposé et résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 713 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle et le suivi budgétaire, puis exemption de lecture parce que les membres du conseil l'ont eu 72 heures avant. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Fait que dans le fond, là, c'est qu'on a pris deux règlements. C'est bien ça? Je vais vous laisser l'expliquer. Deux règlements et une politique. OK. Donc, dans le fond, là, c'est que souvent, c'est que les employés devaient se référer à ces documents-là. Donc, avec 3 documents, on a plus de chances de faire des erreurs. Puis, c'est encore là, on veut simplifier le tout. Fait qu'on a mis ça tout dans le même document. Fait que ça a été travaillé là, par la commission et par les employés. Donc, voilà. Est-ce qu'on l'a adopté? Oui. Parfait. 6.1, demande de PIA. Considérant qu'en date du 16 juillet et du 1er août 2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes dans le cadre du règlement 506 des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit la demande de PIA 2024-0023 au 2951 chemin d'Oka, résolution du CCU, d'accepter la demande de PIIA telle que soumise pour permettre l'installation d'une enseigne sur poteau pour le commerce Solutions comptables A&C incorporé. On accepte aussi la demande de PIA numéro 2024-0025 au 326 rue Saint-Raphaël, résolution du CCU, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage au-dessus du garage. Et on refuse les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit la demande de PIA 2024-0024 au 3131 chemin d'Oka,
de refuser la demande de PIA pour permettre le remplacement de l'enseigne pour le commerce distribution Madina Tabet Incorporé, étant donné que la demande vise en réalité à installer 2 enseignes, mais qu'une seule enseigne attachée par établissement est autorisée. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 7.1, calendrier de conservation des documents, destruction des dossiers, cadastres numérisés. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public, incluant une municipalité, doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents. Considérant que les dossiers cadastres numérisés en 2023 et en 2024 sont considérés comme des documents encore actifs et qu'à cet effet, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit procéder à une modification de son calendrier de conservation. Considérant qu'en vertu de l'article 8 sur la loi sur les archives, une telle modification au calendrier de conservation doit être soumise à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En conséquence, il est proposé d'autoriser le greffier à soumettre pour approbation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec toute demande de modification du calendrier de conservation actuel en vigueur et à signer pour au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document nécessaire à cet effet. Qui le propose? Il y a une surprenante, je le propose. Parfait. Augmentation salariale, personnel cadre. Considérant que le conseil municipal, en vertu de l'article 71 de la loi sur les cités et villes, nomme par résolution le traitement des employés. Considérant la recommandation de M. Jacques Brisebois, directeur général par intérim, en conséquence, il est proposé d'accorder au personnel cadre une augmentation salariale de 3,5 % pour l'année 2024. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. C'est le même montant que pour les syndiqués. Hein? Donc, voilà. Puis les 2 dernières années, ça a été 2 %. C'est bien ça? Pouvez-vous allumer votre micro, M. Brisebois, s'il vous plaît? Je l'oublie toujours. Effectivement, 2 % l'année dernière, mais les 3 années précédentes, c'était 1,5 %. Parfait, merci. Donc, 7.3, zone inondable, appui à la MRC de Deux-Montagnes. Considérant la résolution 2024-06-176 adoptée par le Conseil lors de sa réunion extraordinaire du 19 juin 2024 concernant la modernisation de la réglementation en milieu hydrique, de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations et de la délimitation des zones inondables présentée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que cette résolution demandait notamment au MELCCFP de prolonger la durée des consultations publiques relatives à cette réglementation et à cet effet de rendre disponible les nouvelles cartes de zones inondables afin que les citoyens touchés par ces changements puissent participer aux consultations publiques en toute connaissance de cause. Considérant que la MRC de Deux-Montagnes a adopté la résolution 2024-175 au même effet en y ajoutant une demande au ministère de l'Environnement de reconnaître pleinement sa responsabilité dans l'établissement des zones inondables, ainsi que de reconnaître le statut et la valeur de l'ensemble des ouvrages de protection contre les inondations aménagés ou réaménagés sur tout le territoire de la MRC. Concernant que cette même résolution de la MRC demande également au ministère de l'Environnement que cette reconnaissance des ouvrages de protection contre les inondations se traduise par l'ajout d'une 5e catégorie de zones, soit zone protégée par un ouvrage de protection contre les inondations. La même demande que nous faisons. Considérant enfin la MRC considérant enfin que la MRC demande au ministère de l'Environnement de prévoir que les citoyens qui se retrouvent en zone inondable et qui ne l'étaient pas avant la réforme réglementaire gouvernementale puissent avoir l'opportunité de protéger leur investissement par un rehaussement de terrain, la construction d'une fondation hydrofuge à leur propriété, tout autre ouvrage de protection contre les inondations, tel que les aménagements soient reconnus par le gouvernement à des fins de compensation financière à la valeur de ces investissements. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac donne son plein appui à la MRC de Deux-Montagnes dans ses démarches auprès du ministère de l'Environnement concernant la modernisation de la réglementation en milieu hydrique, de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations et de la délimitation des zones inondables. Que copie de la présente résolution soit envoyée au ministère de l'Environnement, à la MRC de Deux-Montagnes, ainsi qu'aux municipalités de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet et Saint-Placide.
Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parce qu'il faut comprendre que cette réglementation-là a un impact sur l'ensemble des territoires là, de la MRC de Deux-Montagnes. On a Oka aussi et Saint-Placide qui n'ont pas d'OPI, d'ouvrage de protection contre les inondations, puis qui se voient aussi là, leur zone inondable là, être changée, être agrandie. Donc, il y a aussi des citoyens dans ces secteurs-là qui risquent qui n'étaient pas en zone inondable, qui risquent de se retrouver en zone inondable. Donc, 7.4, Éco-entreprise Québec, autorisation de signature. Considérant que la loi sur la qualité de l'environnement qui a été modifiée là, concernant là, les consignes et les collectes sélectives, considérant que la loi ainsi modifiée prévoit qu'aucune municipalité ni qu'aucun gouvernement, que groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout en partie un système de collecte sélective et certaines matières recyclables lors de l'élaboration, de la mise en œuvre et le financement d'un tel système. Donc, sont confiés à des personnes par règlement. Considérant que le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles est entré en vigueur le 7 juin 2022, considérant qu'Éco-entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné en application de la section 1 du chapitre 3 dudit règlement, à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec, considérant que le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre EEQ, Éco-entreprise Québec, et un organisme municipal ou une communauté autochtone, entente portant sur la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calmet et Oka ont identifié la ville de Deux-Montagnes comme responsable auprès de EEQ, considérant que EEQ a identifié la ville de Deux-Montagnes pour conclure une telle entente. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac l'entente intermunicipale encadrant les modalités administratives découlant de l'entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Grosso modo, là, c'est des changements réglementaires. Avant, c'est toutes nos matières recyclables allaient chez Tricentris, qui est un centre de tri. Tricentris, qui était un organisme à but non lucratif, qui est devenu une coop, c'est eux qui géraient toute la matière recyclable. Donc, ils la triaient et ensuite la revendaient. Parce qu'il faut comprendre que notre matière recyclable, là, c'est qu'on la revend à des entreprises qui les transforment. Fait que c'est eux qui s'occupaient de tout ça. La nouvelle réglementation fait en sorte que ce ne sont plus les centres de tri qui doivent disposer de la matière, mais que c'est maintenant un nouveau joueur qui est Éco-entreprise Québec. C'est une entreprise, c'est un organisme qui regroupe toutes les entreprises privées au Québec. Fait que c'est eux qui vont s'occuper de la revente des matières recyclables, des transports, puis de tout ce qui touche à ça. Donc, Tricentris et comme d'autres centres de tri deviennent seulement des trieurs. Dans le fond, là, c'est un centre de recyclage qui trie de la matière, puis après ça, qui la renvoie à EEQ, puis EEQ, eux autres, trouvent les acheteurs en conséquence pour l'ensemble du Québec. Dans la réglementation, EEQ a décidé, là, et le gouvernement a décidé que EEQ ne faisait pas affaire directement avec des villes de moins de 25 000 habitants. Donc, Saint-Eustache, qui a 45 000 quelques citoyens, a pu faire affaire directement avec EEQ. Nous, à 21 000, on ne pouvait pas signer un contrat directement avec EEQ. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un regroupement avec Deux-Montagnes, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calmet, Oka et Saint-Placide pour juste... Saint-Placide aussi? Oui. Non, pas Saint-Placide. Non, Saint-Placide sont dans la régie intermunicipale. Donc, avec des villes avoisinantes, parce qu'on n'avait pas 25 000 de population. Donc, on va se créer une entente entre nous. Puis, à partir de cette entente-là, bien là, c'est Deux-Montagnes qui est mandaté pour discuter avec Éco-entreprise Québec directement. Fait que on autorise, dans le fond, on m'autorise et on autorise le directeur général à signer cette nouvelle entente intermunicipale-là. Fait que ça résume un peu là, la situation au niveau du recyclage.
7.5 Charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes. Considérant que le lac des Deux-Montagnes est un réservoir naturel d'une importance critique pour la fiabilité de l'approvisionnement, pour la qualité de l'eau potable, pour près d'1 million de personnes résidant à proximité et en aval du lac des Deux-Montagnes. Considérant que le lac des Deux-Montagnes est un écosystème précieux abritant une richesse biologique qui participe à l'épanouissement et au dynamisme des communautés humaines, animales, floristiques et de la grande région métropolitaine de Montréal et au-delà. Considérant que le lac des Deux-Montagnes est une destination de choix pour les pratiques récréo-touristiques et le contact avec la nature pour la région métropolitaine de Montréal et que cet achalandage a des impacts sur les milieux naturels. Donc, considérant que les services écologiques des milieux naturels ainsi que des zones littorales végétalisées du lac atténuent les impacts des changements climatiques, notamment par le ralentissement des débits dans le réseau d'égouts, par une dépollution des eaux de ruissellement en générant une zone tampon en cas d'inondation et que ces bénéfices sont largement documentés par la science. Considérant que la protection de ce patrimoine naturel est une responsabilité partagée et que les différents paliers gouvernementaux, les entreprises, la société civile sont appelés à jouer un rôle pour relever le défi actuel et futur de ce plan d'eau. Considérant que la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes est le fruit d'un travail de concertation et de co-création qui a mobilisé plus d'une quarantaine de parties prenantes des 4 régions riveraines. Considérant que la réalisation de la vision et de l'atteinte des 6 ambitions de la charte nécessite des efforts communs entre toutes les parties prenantes concernées par les enjeux du lac. Cet effort doit transcender les frontières administratives afin d'amplifier les retombées positives. Considérant que les municipalités et MRC riveraines sont en première ligne des bouleversements futurs et que les pouvoirs qu'elles procèdent en matière d'aménagement et de planification du territoire, elles sont des actrices incontournables pour l'atteinte de la vision. Considérant que la mise en œuvre de la charte permet de répondre à plusieurs orientations de la stratégie québécoise de l'eau et aux futures orientations gouvernementales en aménagement du territoire et du gouvernement du Québec. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan nature qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et cibles du cadre mondial de la biodiversité d'ici 2030. Puis considérant que les municipalités du Québec devront se doter d'un plan climat d'ici 2026 et entreprendre des actions d'ici 2030 pour renforcer leur résilience et leur adaptation face à la crise climatique. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac adhère à la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes et s'engage dans la limite de son domaine de compétence à respecter les engagements suivants. Donc, de prendre part active dans la réalisation des 6 ambitions en les traduisant en actions sur notre territoire d'intervention, de devenir un leader pour la protection du lac et ambassadeur de la charte, contribuer activement au processus de mobilisation des connaissances en participant entre autres aux événements organisés dans le cadre de la démarche ou en partageant des informations, collaborer à la recherche de solutions et à l'expérimentation de projets collectifs pour maximiser l'efficacité des actions et favoriser une approche intégrée et coordonnée à l'échelle du lac et de son bassin versant, mobiliser et accompagner ou sensibiliser la population et nos partenaires aux enjeux et aux meilleures pratiques pour répondre aux problématiques du territoire et participer ou se tenir informé à des activités et des instances de concertation présentes sur le territoire afin d'assurer la cohérence et la complémentarité et l'efficacité des mesures ainsi que des outils de planification de mise en place. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. C'est un travail qui a débuté par les 3 creux. C'est des conférences régionales en environnement des Laurentides, Laval, Montréal et Vaudreuil-Dorion. Mais c'est pas Vaudreuil-Dorion, mais c'est... en tout cas, de l'autre côté, je me rappelle pas c'est quoi le... Vaudreuil-Soulanges. C'est ça, hein? C'est ça. Vaudreuil-Soulanges, merci. Fait que ces 4 regroupements en environnement se sont concertés. Et puis, nous, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a participé dès le départ là, aux activités puis au travail, justement, pour arriver avec une charte parce que, on a un lac des Deux-Montagnes. Notre lac, il faut s'entendre qu'il fait une époque où est-ce que quand les gens allaient se baigner à la plage d'Oka, souvent la plage était fermée. Les cotes, dans les années 90, les cotes n'étaient pas excellentes. On a eu une amélioration du lac des Deux-Montagnes, mais il reste quand même du travail à faire. Puis il y a aussi d'autres contaminants qui arrivent parce que, bon, il y a le réchauffement, il y a des plantes envahissantes, il y a plein de facteurs qu'on n'avait pas il y a 15-20 ans puis qu'on a aujourd'hui. Puis,
il faut comprendre que l'autre côté, chez nous, c'est pas Laval, là, c'est Montréal. Là. C'est l'île Bizarre qui est en face de chez nous. On a Vaudreuil-Soulanges, on a Laval. Fait que si Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou Deux-Montagnes ou Oka décident de faire des actions dans le but de protéger le lac, mais si en face, ces actions-là ben, sont pas réalisées, puis justement qu'il y a des actions qui font en sorte que nos actions ben, sont inutiles, ben, ça donne rien. Fait que une charte comme ça aussi, ça aide beaucoup à une concertation avec des acteurs qu'on ne côtoie pas souvent. T'sais, les gens de Montréal, là, de l'île Bizarre, là, on les voit pas souvent. Vaudreuil-Soulanges non plus. Donc, en ayant des activités aussi dans le cadre de cette charte-là, ben, ça fait en sorte qu'il y a peut-être des actions qui pourraient être mises en commun puis faire en sorte que ça ait un impact positif sur le lac des Deux-Montagnes. Fait que voilà le but de la charte, grosso modo. Ensuite, 7.6, exo, désignation d'un administrateur. Considérant la démission... Considérant la démission de M. Normand Grenier, maire de Charlemagne, à titre d'administrateur au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, EXO, considérant que ce poste doit être comblé afin d'assurer la représentation des villes et municipalités de la Couronne-Nord, considérant que tous les conseils municipaux des municipalités de la Couronne-Nord doivent adopter une résolution qui indique le nom du candidat qu'elle propose afin de pourvoir ce poste devenu vacant. Considérant que cette résolution doit être acheminée au réseau de transport métropolitain en vue de la réunion de son conseil d'administration du 18 septembre 2024. Considérant les personnes formant le collège électoral des municipalités de la Couronne-Nord, en conséquence, il est proposé que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac propose la candidature de M. Nicolas Dufour, maire de Repentigny, afin de combler le poste d'administrateur représentant la Couronne-Nord au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, monsieur le maire. Parfait. Au conseil d'Exo, on a la Couronne-Nord a 4 postes. Il y a comme une entente là, non écrite là, que l'Ouest nomme 2 personnes, puis l'Est nomme 2 personnes. Donc, les représentants d'Exo du côté ouest, c'est le maire de Saint-Eustache, Pierre Charon, et la mairesse de Blainville, Lisa Poulain. Et dans l'Est, bien, on a le maire de Terrebonne et, dans le fond, M. Grenier qui a démissionné. Donc, on va nommer le maire de Repentigny, M. Dufour, Nicolas Dufour. Donc, voilà. 8.1, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, Xavier Leblanc, nomination. Considérant la vacance du poste du directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, considérant que M. Xavier Leblanc occupe le poste de directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim depuis le 16 avril 2024, considérant que le processus de dotation fut effectué et que M. Leblanc possède les compétences et les qualifications requises, considérant les recommandations du directeur général par intérim, M. Jacques Brisebois, et celles du directeur général adjoint, M. Marc-André Lefebvre, en conséquence, il est proposé de procéder à la nomination de M. Xavier Leblanc au poste de directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste cadre supérieur à temps complet, à compter du 15 août 2024, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois, laquelle est rétroactive à sa date de nomination au poste de directeur des services des travaux publics de l'hygiène du milieu par intérim le 16 avril dernier. Donc, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, bienvenue. C'est quelqu'un qu'on a déjà dans la boîte depuis fort longtemps. Donc, félicitations, M. Leblanc, pour la nomination là, au poste de directeur des travaux publics. On est très heureux là, d'avoir quelqu'un là, qui a cheminé là, au travers de la Ville qui arrive maintenant à ce poste-là. Donc, félicitations. 8.2, opératrice au traitement de l'eau, Farida Bellal, octroi de permanence. Considérant qu'en date du 5 février 2024, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Farida Bellal à titre d'opératrice au traitement de l'eau au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Considérant les recommandations faites par M. Benoît Viault, coordonnateur eau et assainissement, et que Mme Farida Bellal répond aux exigences de la Ville, en conséquence, il est proposé d'accorder la permanence à Mme Farida Bellal à titre d'opératrice au traitement de l'eau au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste régulier à temps plein, rétroactivement au 5 août 2024, le tout conformément à la convention collective travail des cols bleus du syndicat canadien de la fonction publique.
Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, félicitations, Mme Bellal, pour votre permanence au sein de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 9.1, liste des comptes à payer. Adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 14 août 2024, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 57 086,56 $, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 685 624,15 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 1 409 303,79 $, puis par paiement direct à 1 763 166,76 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. Emprunt temporaire, autorisation. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement d'emprunt numéro 712, décrétant un emprunt de 9 900 000 pour l'agrandissement et la réorganisation du centre communautaire. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est autorisée en vertu de l'article 567 sur la Loi des cités et villes de contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. En conséquence, il est proposé de contracter un emprunt temporaire n'excédant pas 9 900 000 auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache-de-Montagne et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. Comme dans le cas d'un précédent règlement d'emprunt, il s'agit du règlement d'emprunt pour le centre communautaire. Donc, un règlement d'emprunt de 9,9 millions qui a été adopté. Puis là-dessus, on a une subvention d'à peu près 7 millions là, qui provenant de la TEC, là, grosso modo. C'est qu'on s'en va juste se faire une protection en cas d'un manque de liquidité. Parce que comme le dernier règlement d'emprunt, à date, on n'a pas touché à cet emprunt temporaire-là, mais advenant le cas qu'on a des dépenses qui arrivent là, tout d'un coup, puis qu'on a un certain manque de liquidité, bien là, c'est là qu'on va se tourner vers l'emprunt temporaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. Fait que c'est juste une protection parce que c'est sûr et certain que si il y a un enjeu de liquidité, bien on va prendre la liquidité pour faire les payes, puis bien on va l'emprunter parce que ça, le règlement d'emprunt, dans le fond, c'est je pense que là, ça va prendre. On a l'autorisation, mais il y a le processus au niveau du gouvernement. Puis en plus, ben, il y a des dates qui sont déterminées pour mettre ça là, sur les marchés. Donc, tant que le règlement d'emprunt n'est pas sur les marchés, ben, c'est nous, dans le fond, qui devons un peu financer. Donc, c'est une protection supplémentaire qu'on va chercher là, avec cet emprunt temporaire-là. Oui, M. Brisebois. Oui, il faut aussi dire que là, c'est un règlement d'emprunt, mais il est supporté aussi, M. le maire parlait tantôt, c'est 7 800 000 en subvention du programme TEC. C'est qu'eux autres ne déboursent pas le 7 800 000, on doit l'emprunter et ils payent capital et intérêt à chaque année. Donc, c'est ça le règlement d'emprunt. Parfait, merci. 9.3, oui, merci. Politique de service des finances et de la trésorerie mise à jour. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite mettre à jour ses politiques en matière de remboursement de dépenses, gestion de petites caisses et de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation. Considérant la recommandation de la Commission des finances du 8 août 2024, en conséquence, il est proposé d'adopter la mise à jour des politiques suivantes. La politique de remboursement des dépenses de déplacement de séjour et de cellulaire pour les élus et les employés municipaux, adoptée le 8 juin 2022. La politique concernant la gestion de la petite caisse à fonds fixes, adoptée le 8 juin 2022. Et la politique de capitalisation d'amortissement des dépenses immobilisation, adoptée le 14 octobre 2015. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Vous n'avez entendu parler quand M. Boyer a fait là, sa présentation de la commission. Donc, c'est des politiques là, qu'on a revues et qu'on a mis à jour en date d'aujourd'hui. 9.4, politique d'approvisionnement de biens et services, abrogation.
Considérant que l'adoption du règlement numéro 713 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire, considérant que ce règlement reprend la disposition contenue dans la politique d'approvisionnement des biens et services actuellement en vigueur, considérant que cette politique n'a plus raison d'être. En conséquence, il est résolu d'abroger la politique de provision de biens et services qu'il propose. Claire Wallot, je le propose. Parfait, parce qu'on l'a intégré aux deux autres règlements là, pour en faire un seul document. Aide financière, Maison des Jeunes et Chevalier de Colomb. Concernant que la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été désignée comme organisme bénéficiaire des revenus de location des espaces de la vente de garage communautaire tenue le 18 mai 2024. Considérant que lors de la fête nationale 2024, le kiosque de vente d'articles lumineux a été confié à la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tandis que le kiosque de vente de boissons alcoolisées était sous la responsabilité des Chevaliers de Colomb, Conseil 95-92, considérant que les profits générés par la vente de ces produits doivent être remis respectivement à chacun de ces organismes. En conséquence, il est proposé d'autoriser le versement des aides financières à la Maison des Jeunes pour un montant de 1 673 $, donc 490 pour la vente de garage communautaire et 1 183 pour le kiosque de vente à la fête nationale. Et les Chevaliers de Colomb, Conseil 95-92, 5 740 $ pour le kiosque de vente d'alcool à la fête nationale. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. 12.1. Laboratoire, analyse d'eau, SP 2022-016, reconduction de contrat. Considérant que le 14 septembre 2022, par sa résolution 2022-09-315, le Conseil octroyait le contrat pour laboratoire analyse d'eau à l'entrepreneur H2 Lab, considérant que le dit contrat prévoyait une clause de reconduction. Donc, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, ça c'est avant tantôt, de renouveler le dit contrat à l'entreprise H2 Lab, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à laboratoire analyse d'eau à l'entreprise H2 Lab pour l'année 2025 pour un montant de 107 006 $ et 2 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres regroupé, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens et meubles, précise que les règles d'adjudication de contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium en vrac, dont les quantités sont décrites au formulaire d'inscription et selon les termes prévus au document d'appel d'offres. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ, contenu dans l'appel d'offres dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres, que pour permettre à l'UMQ de préparer son appel d'offres, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités des produits chimiques. Et que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à respecter les termes du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Donc, qui propose la résolution? Ronan, je le propose. Parfait, merci beaucoup. Et nous sommes rendus au point de dépôt, point 14. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur juillet 2024. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction juillet 2024. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions juillet 2024. Et nous sommes rendus à la période d'intervention, point 15. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, on vous demande, on donne la priorité à la salle.
On vous demande de vous présenter en avant, de vous identifier prénom et nom et votre rue de résidence, puis d'y aller avec votre intervention. Ça peut être une question ou une intervention. Et une fois qu'on va avoir fait le tour de la salle, nous allons nous tourner vers Facebook pour répondre aux questions là, qui sont en direct sur Facebook. Donc, à vous la parole. Ne vous gênez pas. C'est ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir membres du Conseil, Monsieur le maire, président de l'Assemblée. Jean-Marc Dionne, résident au 25 14e avenue, Sainte-Marthe. Un endroit qui est humide présentement. Donc, mes questions sont les suivantes. Je vais avoir quelques questions et bien sûr quelques interventions concernant l'Assemblée de ce soir. Les 3 sujets. Terrain vacant, dos d'âne de la sécurité, situation de la pompe qui nous empêche d'être inondés tout le temps, là, en permanence. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les terrains vacants qui traînent un peu partout dans notre région, dans notre quartier? Je vais répondre. Posez-moi une question, je vais vous répondre, puis après ça, on passera à la deuxième puis la troisième. C'est comme vous voulez, monsieur. Parfait. Monsieur on va fonctionner comme ça. Les terrains vacants, comme je vous disais, c'est que tant qu'on n'arrive pas avec le projet de réseau pluvial et les bassins de rétention d'eau, on ne touchera pas à ces terrains vacants-là. Il faut comprendre que les terrains vacants qui sont propriété de la ville ont été cédés là, à la suite des inondations de 2019. Donc, la ville a acquis ces terrains-là pour $1. Si on les vend, bien, le produit de cette vente-là, on doit leur donner au ministère de la Sécurité publique. Fait que, dans le fond, là, les revenus, c'est des revenus de taxation que s'il y a une maison qui se bâtit, c'est les revenus potentiels que la ville peut faire. Sauf que, pour le moment, je pense que avant de vendre des terrains, on doit s'assurer que notre projet tienne la route puis qu'on ait des endroits assez suffisants pour avoir des bassins de rétention. Fait que tant que ce projet-là n'est pas là, il n'y aura pas de vente de terrain, assurément. Parfait. Il y aurait pas une recommandation, une réquisition de dos d'âne au coin de la 14e et de la rue Deschênes pour la simple et seule raison, et M. Brisebois-Proulx en parlait tantôt, au niveau de la sécurité routière, au niveau de la sécurité de nos enfants dans nos quartiers. Surtout dans ce quartier-là, il commence à avoir beaucoup de jeunes, les vieux commencent à disparaître, et bien sûr, c'est remplacé par des jeunes. Ils ont des jeunes enfants qui s'amusent dans les rues. C'est un quartier résidentiel à 30 km/h, et beaucoup de gens de l'extérieur du quartier ne font pas leurs arrêts obligatoires prescrits par le Code de la sécurité routière. On a même un autobus scolaire qui s'est fait arrêter par la police dernièrement, au printemps dernier, parce qu'il n'avait pas procédé à son stop. Donc, il y aurait une réquisition. Donc, c'est une demande des citoyens du coin, donc de procéder à l'installation de dos d'âne dans ces coins-là, au moins durant la période estivale. Pour le dos d'âne, on a un processus. Là, il y a des signatures à aller récolter. Mais pour ça, il faut faire une demande à la commission de la circulation et de la mobilité. Il faut comprendre qu'on n'est pas très chaud à installer des dos d'âne un peu partout parce qu'il faut comprendre que la vitesse dans les rues, c'est un enjeu qu'on a dans à peu près toutes les rues. Souvent, le dos d'âne ne règle pas nécessairement la problématique parce que les personnes qui roulent vite vont quand même continuer à rouler vite. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des fois, il y a des aménagements, puis c'est là que la commission rentre en ligne de compte, parce que la commission, on a des élus, on a un policier de la circulation, on a le service technique puis les travaux publics. Puis souvent, c'est qu'on fait une analyse du portrait, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des rues où est-ce qu'il y a un achalandage, mais il y a d'autres rues où est-ce que c'est beaucoup plus achalandé. Fait que c'est là qu'on va peut-être se tourner vers l'utilisation du dos d'âne. Mais il y a des plaintes cibles aussi qu'on peut faire au niveau de la police. Vous l'avez mentionné, là, je veux dire, il y a une surveillance policière, puis il y a un autobus qui s'est fait arrêter. Parce qu'on peut faire aussi, c'est justement de faire une plainte cible puis dire, bien, dans ce secteur-là, c'est problématique. Fait qu'on fait une plainte cible à la police, puis la police, dans sa ronde,
dans le fond, ce secteur-là est identifié, puis ils viennent plus fréquemment. Ce qu'on invite aussi les citoyens, puis là, ben, il y a des gens qui sont mal à l'aise, là, parce que là, on dit « Ah, c'est de la délation », mais souvent, c'est les mêmes personnes là, qui roulent vite. Là. On le sait que c'est telle auto, puis mais ciblez-les, là, puis faites un appel à la police, puis c'est telle auto, telle plaque. Parce que la police, après ça, va aller les voir, là, va aller cogner, là, dire « Monsieur, là, ça fait plusieurs plaintes qu'on a, ou madame, ça fait plusieurs plaintes qu'on a chez vous, puis on vous a à l'œil. » Parce que souvent, on pense qu'il y a une grosse circulation, mais quand on fait un pas de recul et on analyse la situation, on se rend compte que c'est souvent les 2-3 mêmes personnes qui roulent vite. Puis dans l'ensemble, le reste, ils respectent la circulation. Puis si on a une plainte cible et que la police arrive, ben, les plus raisonnables vont comprendre que là, il va peut-être falloir qu'on ralentisse. Fait que, si vous voulez, peut-être donner vos informations à M. Lefebvre ou à M. Brisebois. On va soumettre ça à la commission de la circulation, puis on va faire l'analyse. Parce qu'il y a aussi, on a aussi des stèles, là, des indicateurs de vitesse, justement, qu'on peut mettre sur la route, puis faire aussi là, le portrait là, de la situation. Là. Ça serait une bonne idée, parce que ça commence à être très dangereux. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement les gens qui demeurent dans ce quartier-là. Ouais. C'est des gens qui arrivent de l'extérieur, des fois, qui passent tout à fait tout droit là-dessus. Okay. La surveillance, pour avoir une surveillance policière, pour régler le problème, il faudrait que la surveillance policière soit 24 heures sur 24. Oui, non, mais ça, c'est impossible. Alors, voilà. Ouais. Fait que les dos down, eux autres, sont là en permanence 24 heures sur 24 pour empêcher justement ces gens-là. Mais c'est parce que les dos down, c'est que de malheureusement, c'est qu'on ne peut pas en mettre partout. Puis l'installation des dos down, ben, on le voit l'été, quand on installe les bollards, les dos down, ça prend un certain temps. Puis après ça, à l'automne, il faut les enlever. Fait que, parce que la même problématique que vous voyez, c'est à 14e, mais c'est sûr qu'il y a un citoyen ici ou sur Facebook va dire, ben moi, je le vis, c'est à 18e, puis je le vis, c'est à 23e, puis je le vis, c'est à 40e. Parce que malheureusement, le problème, il est pas mal entre le volant et le siège. Tu sais, c'est la personne qui conduit son automobile qu'il faut qu'il comprenne qu'à un moment donné, ben, quand il est 5 heures de l'après-midi, puis qu'il y a des enfants qui jouent dehors, là, ben, rouler 40 puis 50 km/h, ça n'a pas de sens. Fait que rouler la vitesse permise, 30 km/h. Fait que c'est pour ça que on va prendre ça en délibéré. Parce que, comme je vous dis, les dos down, on ne pourra pas en mettre partout. C'est sûr et certain, c'est une question de logistique puis une question d'organisation. Malheureusement, on n'a pas les effectifs assez au printemps puis à l'automne pour tapisser la ville de dos down. Donc, on pourrait s'en occuper, nous autres mêmes, peut-être. Oui, ça, c'est pas une solution. Il y a la police qui est là. Ben, c'est apporter de l'aide à la ville, ça, j'appelle ça de même. Fait que rapidement, votre troisième point. Oui. La situation de la pompe, parce qu'on en a parlé justement au point 7.5 au niveau de l'engagement du lac des Deux-Montagnes, parce que ça rentre en considération. Cette pompe-là, on sait qu'il y a eu une panne d'électricité vendredi passé au niveau de la pompe. C'était bien régional au niveau de la pompe, située sur la 29e avenue, je crois. OK. Là, vous parlez de la station de pompage pluviale. Oui, okay. C'est ça. Parce que c'est pas en lien avec le 7.5. Le 7.5, c'est la charte là, sur le lac des Deux-Montagnes. Okay. Mais bon, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre qu'on a plusieurs stations de pompage sanitaires, puis on a une station de pompage pluviale qui est sur 29-30e avenue. Effectivement, il y a des fusibles qui ont sauté parce que le fil a brûlé. Et puis, on ne sait pas c'est quoi la cause encore. Est-ce que parce que c'est les pompes qui marchaient à pleine capacité, le fil n'était pas assez gros, le fil était abîmé. Mais tu sais, il n'y a pas de lien avec les branches, là, parce que ce n'est pas les branches qui ont tombé sur le transformateur ou sur les fusibles. C'est en plein milieu du fil, là, du branchement d'Hydro Québec entre le poteau puis la station de pompage qui a eu une problématique. Mais il faut comprendre qu'à l'intérieur de la station de pompage, il y a une génératrice. Une génératrice là, qui date, mais qui est A1, qui est vérifiée tout le temps. Puis quand les fusibles ont sauté, ben la génératrice est partie. Là. Fait que, parce que le problème, c'est que c'est pas la station de pompage pluviale qui a été la problématique. C'est la station de pompage
sanitaire. Que dans le fond, là, le pluvial a fait la job, mais c'est toute l'entrée d'eau dans le système pluvial, dans le système sanitaire qui nous a causé de grands problèmes. Là, parce que il y a trop d'eau qui est arrivée dans le système sanitaire. Fait que, mais il n'y a pas eu d'enjeu, puis il n'y a pas eu de cause à effet suite à coupure de courant parce que la génératrice est partie tout de suite. Là. Si vous me laissez finir ma question, Ouais. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Parfait. L'histoire là-dedans, c'est que moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le débit de la pompe qui est problématique ou c'est la grandeur ou la dimension de la tuyauterie qui amène toute cette eau pluviale-là à cette pompe-là? Et suite à ça, pourquoi je reviens au 7,5, c'est parce que vous dites tantôt, lors de l'Assemblée, que vous faites des activités justement pour empêcher la contamination de notre beau lac l'autre bord. Ouais. Mais lors de grandes crues comme ça, est-ce que l'égout sanitaire s'en va se déverser directement dans le lac? Surverse. Assurément, on fait de la surverse. On n'a pas le choix. Ben oui. On n'a pas le choix. Puis c'est justement, notre projet de réseau pluvial va faire en sorte, c'est d'amener le moins d'eau possible dans notre système, dans notre réseau d'égouts sanitaires. Parce que dans les rues en bas du chemin d'Oka, qu'il n'y a pas de bouche de pluvial, mais assurément que l'eau rentre dans le système sanitaire. Puis il doit y avoir des branchements aussi que des gens pompent dans le système sanitaire. Fait que ça nous prend un système pluvial en bas du chemin d'Oka. C'est sûr, mais comme je vous dis, il n'y a pas de... Le lien, la pompe là, que vous parlez, là, la station de pompage pluvial n'a pas de lien direct avec... puis le feu qu'il y a eu, il n'y a pas eu de lien direct là, dans l'équation. C'est 80 mm d'eau qu'on a reçu en 1h30. Il n'y a pas un réseau au Québec qui a été capable de capter toute cette amenée d'eau-là. Parce que la conception des réseaux n'est pas faite comme ça. Ça nous prendrait des conduites qui soient doublées ou même triplées. Mais une conduite qui est sous pression, on l'a vu là, avec les débordements là, près du Maxi. Là. L'eau ne suffisait même pas dans les fossés parce qu'il y a eu tellement d'eau en même temps que l'écoulement n'a pas pu se faire. Fait que, là-dessus, on peut essayer de trouver un point faible pour dire c'est ça, mais on a eu 170 mm de pluie en 24 heures. Là. C'est impensable de pouvoir contenir toute cette eau-là. Oui, mais il faut dire aussi qu'en 2022, il y a eu aussi 35 mm de pluie qui a été déversée en l'espace d'une demi-heure et le réseau n'a pas fourni là, encore. Fait que ça ressemble pas mal à ce qu'on a vécu vendredi, mais en moins court, mais pas partout. Il y a peut-être certains temps. secteurs. Puis encore là, ça dépend des clapets. Ça dépend, est-ce que le clapet anti-retour a fait le travail? Est-ce qu'il a cassé? Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs? Mais tu sais, même avec un réseau pluvial, on ne sera pas à l'abri de refoulement, là. Mais le but, c'est d'essayer d'amoindrir le risque de refoulement. Puis c'est par l'élaboration d'un réseau pluvial au sud du chemin d'Oka qu'on va y arriver. Mais à l'heure actuelle, est-ce que le débit de la pompe, là, je ne parle pas le du débit réseau, de la pompe, c'est parce qu'il y a plusieurs pompes. Es-tu capable de fournir? Bien là, c'est parce que là, il ne faut pas mélanger le pluvial puis le sanitaire. Mais oui, ça fournit. Parce que, je veux dire, on fait une surveillance de nos stations de pompage, que ce soit pluvial ou sanitaire, puis ça fonctionne. C'est juste que quand il y a trop d'eau puis que c'est saturé, on a bien beau pomper, mais si on pompe dans un bouchon, l'eau n'ira pas plus loin, là, parce qu'il y a trop d'eau. Fait que le débit d'eau là, monte plus vite que tu es capable de pomper plus loin. Fait que si l'eau monte plus vite que tu es capable de pomper, ben c'est sûr qu'il y a une problématique. Finalement, vous venez de répondre à ma question, monsieur le maire. C'est parfait. Bon, c'est correct. C'est la réponse que je voulais avoir. À quand l'installation de l'égout pluvial maintenant? Bien là, on nous parle encore d'au moins une bonne année, certains, parce que là, on est dans la modélisation de tout le secteur. Puis ben là, avec la nouvelle réglementation, là, il va falloir comprendre c'est quoi les incidences là, avec la nouvelle réglementation sur l'élaboration d'un réseau. Puis comme je vous ai dit là, d'entrée de jeu,
on est en processus là, pour les bassins de rétention. Fait que les bassins de rétention doivent arriver aussi en même temps que le réseau pluvial. Fait que c'est au moins une bonne année, si ce n'est pas 2 ans là, avant l'arrivée. Je pensais que ça fait là 2 ans, ce projet-là a été refusé. Ah non, plus que ça. Ouais. Ça a été, le contrat a été donné en 2021, en septembre 2021, dans le temps de la mairesse Paulus. Mm-hmm. Puis quand on a repris ça, mais c'est qu'on a ajouté une firme d'aménagement justement pour faire de l'aménagement de bassins de rétention. Parce qu'on avait plus ou moins prévu les bassins. Puis je pense que c'est important qu'on ait là, des bassins de rétention là, pour le projet. OK. Ma dernière intervention? Oui, on parlait de 5 minutes, là, mais il va falloir que je revienne. Hein, mais je vais vous le donner, là, mais très, très, très brièvement. Pourquoi, à l'éco-centre, le citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n'a pas un nombre maximum de transport ou de voyagement, de détritus secs ou quelque chose en concordance avec le point 7.4? OK. Bien, l'éco-centre, là, puis je ne sais pas si je l'ai spécifié, là, mais il va y avoir de la gratuité là, jusqu'au 2 septembre inclusivement. Le problème, c'est qu'on n'est pas un éco-centre. On est un dépôt de matériaux secs. Fait qu'on n'est pas tout à fait éco-centre. Puis c'est ça qu'il va falloir qu'on le devienne parce que, malheureusement, on ne maximise pas, dans le fond, là, le recyclage de toutes les matières. Fait que nous, souvent, c'est que ça s'en va pas mal dans le container, puis il y a un prix aussi pour dans le fond, là, se départir de ces matières-là. Fait que c'est pour ça qu'on charge, mais le but, c'est d'arriver à mettre en place un éco-centre, puis faire en sorte qu'on ait justement là, un minimum, parce que dans d'autres villes qui ont des éco-centres, là, il y a souvent c'est un minimum là, qu'on peut aller porter, sauf que dans ces villes-là ou municipalités-là, c'est qu'ils recyclent, puis qu'ils donnent une deuxième vie à plus de matériaux qu'on le fait présentement. Oui, donc, autrement dit, le point 7.4, on va parler de partenariat avec les autres villes avoisinantes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, justement. Oui, ça, c'est pour les matières recyclables, mais c'est pour le bac de recyclage que vous avez chez vous, le bac bleu. Là. Ça, c'est vraiment pour le bac bleu, c'est pas pour un éco-centre. Là. OK. Ouais. Mais le but, c'est d'arriver à un éco-centre là, bientôt. Oui, parfait. C'est ça. Merci beaucoup, membre du conseil. Ah, vous pouvez le laisser ouvert. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Je prends la relève, chérie. Mais ça ne sera pas long, hein? Oui. Alors, bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers et conseillères. Mon nom est Julie Labbé, j'habite également au 25 14e avenue à Sainte-Marthe. Petit commentaire rapidement pour les dos d'âne. Je reviens juste rapidement pour vous dire que 14e avenue et des Chênes, c'est que notre maison est vraiment rue et perpendiculaire. OK? Donc, c'est ça qui fait que c'est vraiment dangereux. Et même quand moi, je sors de ma cour, il faut que je regarde comme il faut parce que c'est arrivé plusieurs fois que j'ai failli me faire rentrer dedans tellement ça roule. Donc, puis, comme il disait, l'autobus scolaire qui passe sur les deux coins. En tout cas, fait, nous, on est 2 profs, fait que la sécurité, on s'entend, là, c'est important pour nous. Puis effectivement, beaucoup de jeunes. Fait que, oui, il y a beaucoup de rues, c'est vrai que ça roule, mais c'est droit. Nous, c'est un perpendiculaire, puis on habite sur le perpendiculaire. Fait que c'est ce qui nous inquiète beaucoup aussi. Ça, c'était un commentaire. Et la deuxième, par rapport au terrain vacant, c'est juste un commentaire, plutôt une question de savoir, nous, on a un voisin que le terrain vacant est rendu un dépotoir. Il a fait une piscine creusée l'année passée, il a tout déversé sur sa terre, ses roches. Là, il a fait couper des arbres, les branches rendues là. Ça, il faut faire une plainte. Et dans le milieu, là, il y a eu une tonne d'eau. Tous ces débris sont là, puis nous, on se force à ce que ce soit propre partout dans notre rue. On va porter nos choses au bon endroit. Mais si vous voyez ça, faites une plainte au soit Info, Ville de Sainte-Marthe ou à l'urbanisme. Dans le fond, là, eux vont être là puis ils vont s'appliquer. Ils vont faire appliquer la réglementation. Puis si c'est notre terrain, on va faire en sorte aussi d'avertir les citoyens, de dire mettez pas vos cochonneries chez nous, puis on va faire en sorte de nettoyer le terrain. Là. Mais pour ça, il faut faire des appels parce que malheureusement, on a beau sillonner les rues, mais il faut. N'hésitez pas à communiquer. On s'entend pour être propre, mais ça, c'est comme ouf. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Parfait. Facebook? C'est Filiatro.
Puis il y a trop 17 11e à Sainte-Marthe. Bon, dans toutes vous autres, il n'y en a pas un certain, ça fait 3 fois qu'il se fait inonder. 3, 4e. Ouais. Tu sais, tu dis la pluie là, qui va tomber, ça va arriver plus souvent. Il va en avoir plus souvent de la pluie de même. Ben, c'est pour ça aussi qu'on travaille justement au réseau, là, puis avec des bassins de rétention. Mais cette pluie-là, je veux dire, c'est une pluie exceptionnelle. Là. Il va en avoir d'autres. Mais non, mais il va. 3 Peut-être fois, qu'il j'ai les photos, ouais, mais 3 fois moi je que sais, le- mais peut-être qu'il va en le avoir doigt, d'autres, mais celle-là, là, on ne peut pas prévoir. Là. Moi, j'ai une solution, je ne sais pas si on a le doigt, là. Parce que moi, je vais travailler, j'ai averti mon boss, moi, il faut que je m'en aille, parce que j'ai peur d'être inondé. Les égouts sont trop petits, ils ne fourniront jamais. À 3 fois qu'ils vont mouiller, ça va déborder. La solution, moi, c'est un plombier qui m'a dit ça, je casse mon ciment, on se met une valve, tu sais, c'est comme, mettons, ton tuyau d'eau, il pète, là. Ouais. Une valve d'eau, t'as un bonhomme qui ferme. Tu fermes ça, puis les égouts débordent. Ils ne peuvent pas déborder chez vous. C'est correct. Les valves qu'on a, c'est pas Ouais, mais bon. on n'installera pas des valves sur toutes les entrées. Là. Ben, moi, je pourrais le faire à mes frais, je partirais. Mais ça, pour ça, si vous voulez en installer une, il va falloir voir Ouais. les services techniques, ça c'est sûr et certain, pour voir est-ce qu'il y a une problématique à faire. Et là, Parce que là, moi, si vous le faites chez vous, il faut Ouais. juste après ça là, pas tu passes, l'oublier quand il que va vous allez aller mouiller, flusher. t'es Là. sûr que ça ne sera pas inondé. Mais oui, mais ça c'est sûr et certain qu'au niveau de la ville, là, nous, là, notre moyen, là, c'est de mettre un réseau pluvial. C'est ça, c'est l'unique solution à cette problématique-là. Parce que le but, là, c'est justement de faire en sorte que toute l'eau pluviale se dirige dans de la canalisation pluviale et non dans l'égout sanitaire. Ben, même si vous me dites Montrer non, les photos? mais on pourrait après, là. Hein? Vous pouvez me les montrer après, là, on va les regarder après les photos. Bon. Mais je comprends la situation, puis je sais que d'avoir de l'eau dans le sol, puis les refoulements, c'est problématique, puis certains d'entre vous, vous l'avez eu à plusieurs reprises, mais c'est justement, on travaille là-dessus, c'est un projet d'envergure là, qu'on met en place. Là. Parce que la valve, je ne sais pas si vous avez regardé ça, là, mettons. Le clapet, là. Ouais. Bon, ben, ils se sont vidés à 5 heures du matin dans la nuit, là. Parce que le clapet, je le regardais, là, quand ça tire les pompes, là, ça le rouvre. Puis là, ça le fait mal fermer, là. Il ne ferme pas complètement. L'eau, elle rentre. Oui. OK, mais au niveau Ça a technique, débordé la toile. Il aurait fallu que je mette des guenilles au début, mais il était trop tard. Il y a ça. Puis ma rue, ben, c'est toujours la même affaire, là. Chez nous, il y a un vallon. mais ça encore là, l'asphaltage va, une fois qu'on va avoir fait le réseau, il va falloir ouvrir les rues, faire des canalisations, puis on va refaire l'asphalte, là, parce que tout le sud du chemin d'Oka, dans le fond, l'asphaltage a été fait à la fin des années 90, début des années 2000, quand que le réseau d'égouts a été installé. Puis, ben, c'est sûr qu'on ne refera pas nécessairement des rues, puis on ne rehaussera pas des rues quand il va falloir ouvrir l'année d'après ou 2 ans après, là. Parce que vous allez être le premier à me tirer des roches pour dire, ben, tu dépenses pour rien. Moi, j'ai manqué de début, ben, je checkais mes pompes. Pour ça, je suis en retard. J'ai-tu manqué? Mettons, t'es inondé, c'est qui paye, là? Mettons, c'est les assurances, la ville? Ben, on pourrait en discuter après, là, mais grosso modo, là, tout ce qui est le programme du gouvernement, là, dans le fond, il paye uniquement si les personnes ont été inondées par un débordement d'un cours d'eau. Fait que malheureusement, le gouvernement ne paye pas le refoulement d'égout, ne paye pas la nappe phréatique, ne paye pas ça. Fait que il y a moyen de faire une réclamation à la ville. La réclamation à la ville doit se faire 15 jours suivant le sinistre. Puis après ça, il y a les assurances. Puis malheureusement, j'ai pas d'autres voies de. Les égouts, là, c'est collecter l'autre bord du chemin d'Oka, ça s'en va-tu chez nous? Mais non, ça s'en va. Pareil. Ça s'en va aux étangs aérés de l'autre côté de la 640. Ah, c'est pas les pompes sur le bord de l'eau qui pompent? Non, ça, c'est
toute notre eau usée s'en va aux étangs aérés. C'est là que c'est décanté, c'est traité, puis après ça, c'est rejeté par une conduite qui s'en va à Deux-Montagnes. Mais, ouais, mais Deux-Montagnes, tu sais, Blainville, il y a plein de villes où est-ce que ça a été la meilleure affaire parce que... Là, il va en avoir plus. Là, Ben, changement oui, ben climatique. c'est justement, c'est qu'on va essayer de contrer ça là, par le réseau pluvial, mais cette pluie-là, il annonçait 70 mm de pluie. On en a eu 170. Il va en avoir, c'était trois fois, là, à tous les 2 ans. Mais c'est justement, on travaille là-dessus, mais c'est pas un projet qu'on peut faire sur un coin de table. Là. Ouais. C'est bon. C'est bon? Oui. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Facebook? On a plusieurs questions sur Facebook. On commence avec Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. Le garage municipal qui va être ouvert jusqu'au 2 septembre inclusivement, est-ce qu'il va être sans frais comme le week-end passé ou les frais vont être appliqués? Oui, non, ça va être sans frais justement pour ceux qui ont eu refoulement d'égouts puis qui ont eu de l'eau dans leur sol. Deuxième question. Les maisons dans le nouveau développement à Saint-Joseph qui longent la rue de l'Érablière, ils se font installer des gros blocs de béton pour allonger leur terrain, qui en même temps réduit la largeur du fossé, qui est là pour les déversements du ruisseau. Est-ce qu'à chaque fois, il va falloir avoir des grosses pluies comme ça, je vais avoir le ruisseau sur mon terrain? Bien là, c'est sûr que c'est une situation qui est problématique à Saint-Joseph-du-Lac. Les services techniques vont regarder ça. Il y a... c'est sûr que avec le nombre de précipitations qu'on a eu, le ruisseau a eu de la misère, n'a pas été capable de contenir tout ça. Mais il y a quand même, le service technique va devoir se pencher là, sur le fossé là, en tant que tel. Fait qu'on on verra par la suite là, ça va être quoi le constat que le service technique va donner. Prochaine question, Sarah Murray, rue Carole. Bravo pour la pétition papier et votre proposition de zone protégée par une OPI. J'aimerais savoir comment va la rédaction du mémoire et avez-vous fait appel à de l'aide externe? Oui, on a donné un mandat à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec, pour nous appuyer là, dans l'élaboration du mémoire. Donc c'est ça, c'est qu'on va travailler en conjoint là, avec l'UMQ. Il y a la CMM aussi qui devrait aussi nous appuyer. Donc, ce que je souhaite, c'est de le rendre disponible aussi là, pour des commentaires, là, si on est capable de le livrer là, avant de le déposer là, le 17 septembre. On passe maintenant à Jean-François Robichaud sur la rue Chénée. Il avait 2 questions, mais une a été répondue là, concernant le transformateur de l'usine des eaux usées. Ouais. La deuxième question, j'ai eu la visite de Mme Pelletier pour la signature de la pétition. Sachant que ma maison se situe dans le district de Mme Boileau, pourquoi n'est-ce pas elle qui est venue nous visiter? Bien, parce qu'on a toute la ville à sillonner, puis tout le bas du chemin d'Oka à sillonner. Fait que c'est, dans le fond, là, on fait pas ça par quartier, puis c'est pas... c'est tout le monde qui met la main à la pâte pour aller chercher le maximum de signatures. Mme Boileau a fait la 7e, 8e avenue. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est ceux qui sont disponibles, on donne une route parce qu'il faut comprendre qu'on a... Ben, j'ai peut-être ça ici, là. On a séparé, là, en fonction, un peu comme ceux qui ont déjà fait la Guignolée à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là. On a séparé la ville en plusieurs zones. Puis, ben, on a déjà des pads prêtes avec des zones. Puis, on vous dit, ben, voici votre route. Allez avec le bateau de pèlerin, puis allez faire signer la pétition. Puis, ben, quand vous revenez, ben, vous nous redonnez là, la paperasse. Puis demain matin, mais si vous n'avez pas complété, puis vous n'êtes pas là, puis il y a quelqu'un qui est disponible, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, puis va poursuivre après ça. Parce que le but, c'est qu'on identifie toutes les maisons chez qui on est allé chercher des signatures. Puis après ça, ben, on va pouvoir aussi cibler les maisons chez qui on n'a pas été. Donc, on va pouvoir revenir dans certains secteurs, mais c'est la personne disponible. On ne regarde pas c'est quoi la route. Tu prends la première route qui arrive sous la main, puis tu y vas. Là, parce que le but, là, c'est d'avoir un maximum de signatures qui vient appuyer notre mémoire, parce qu'il faut avoir un poids face au gouvernement pour dire, ben, regardez, là, il faut nous écouter là, dans cette consultation-là.
Mariana Bassaliou sur la rue du Grillon. J'aurais besoin d'un camion pour récupérer les matériaux après l'inondation. Pouvez-vous m'aider? Là, c'est sûr que au niveau de la ville, on n'est pas équipé. Il faudrait voir, là, mais on n'est pas équipé pour aller chercher les détritus. C'est sûr qu'il y a des groupes comme Groupe citoyen. Je pense qu'il y a de la collaboration qui peut se faire entre citoyens. Je ne sais pas s'il y a peut-être une possibilité entre citoyens là, de relayer de l'information qui est disponible pour aller aider des personnes qui sont dans le besoin, mais je pense qu'il y aurait un moyen d'arriver avec de la collaboration. Parce que là, si on monopolise là, des camions de la ville, ben là, c'est sûr que là, il y a du travail, puis comme on n'est pas une grosse équipe au niveau des employés, là, mais je pense pas qu'on puisse y arriver, là. On a Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine qui se demande à quel moment vous allez passer dans son secteur pour la pétition. Bien, à date, on a commencé secteur Est. Fait qu'on a commencé première, deuxième, troisième, puis on s'en vient comme ça vers l'Ouest. Là. Fait que au cours de la prochaine semaine ou des 2 prochaines semaines, on devrait... Mais de toute façon, il y a quelqu'un aussi dans le domaine là, on a ciblé des gens qui vont passer. Là, donc, ça pourrait arriver plus tôt que prévu. Là. On a M. Croisetière sur la rue de la Mousson qui a 3 questions. La première, j'aimerais savoir si vous prévoyez mettre des flèches aux lumières rouges interdisant les voitures de tourner à droite, lorsqu'il y a un piéton qui traverse. J'ai vu ces lumières à Mascouche et Terrebonne. C'est très sécuritaire. On a eu la réflexion à la commission de la circulation puis de la mobilité. Justement, on a des actions à prendre là, sur des feux de circulation. Fait que on est en train de regarder ça. Là. On a discuté il y a 2 mois là-dessus. Puis je pense qu'on était supposé là, d'avoir des prix là, justement, là, à savoir là, combien que ça peut coûter. Parce que justement, là, dans le coin des Pins, boulevard des Promenades, des Pins et Bénédictine, là, avec la piste cyclable, là, il y a des enjeux, là, justement. Là. Fait que, on va regarder est-ce que ça se fait, puis il faut avoir aussi les sous. Faut le budgéter, là, parce que là, présentement, on n'a pas de montant au budget pour ça, là, mais oui, on en a discuté là, à la commission de la circulation. Il demande également si nous prévoyons mettre des abris d'autobus. Abris d'autobus, on a donné la responsabilité à Exo. Donc, c'est Exo là, qui a la responsabilité d'implanter des abribus. Il y a une refonte là, du circuit qui devrait arriver là, en même temps que l'arrivée du REM. Fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, une fois que la refonte là, des circuits va être en place, ben, je pense que là, ça serait le moment là, d'arriver avec des abribus. Là. Mais d'ici l'arrivée du REM, je pense pas que c'est pensable d'arriver avec l'implantation de nouveaux abribus. Dernière question de M. Croisetière. Est-ce que vous prévoyez aussi faire un autre parc à chiens? Bien, on est dans une étude, là, justement, là, de plan directeur des parcs et espaces verts. Puis, à date, à court terme, il n'y a pas nécessairement d'implantation d'un parc à chiens, mais c'est sûr que c'est regardé, là, parce qu'on en a un en bas du chemin d'Oka. Mais à court terme, non. À moyen terme, on va dire peut-être, là, parce que dépendamment aussi des investissements, là, juste les investissements dans nos parcs peut chiffrer autour des 10 prochaines années là, à plus de 20 millions de dollars. Là, parce que pour ceux qui se promènent et qui regardent nos parcs, là, ils ont excessivement besoin d'amour. Donc c'est ça. Il y a des bons montants. Fait que c'est sûr et certain que dans notre planification, on va prioriser beaucoup plus les parcs que les parcs à chiens. Là. Mais la porte n'est pas fermée. Là. Fait qu'à il y a plus de possibilités à moyen terme. On a 2 questions de personnes différentes. Stéphane Miron et Paul Damour qui posent des questions sur les terrains vacants. Stéphane Miron aimerait en acquérir un pour rebâtir dans sa ville, alors que Paul Damour voudrait qu'on installe des bassins de biorétention.
Ben c'est ça. C'est déjà prévu là, justement de garder ces terrains-là. Depuis qu'on est arrivé en poste en 2021, là, ça a été... S'il n'y a aucune hésitation, là, ça a toujours été le même message depuis novembre 2021. On ne vend pas puis on ne touche pas les terrains vacants en bas du chemin d'Oka parce que justement, tant que le projet de pluvial puis de bassin de rétention n'est pas... On n'a pas de concret, de plans et de vie concrets à ce projet-là, ben il n'y aura pas de vente de terrain, ça c'est sûr. En terminant, plusieurs citoyens se demandent à quel endroit ils peuvent signer la pétition. Donc, juste rappeler les heures, les endroits. La pétition, on va sillonner les rues en bas du chemin d'Oka. Il y a à l'hôtel de ville, au centre communautaire et à la bibliothèque. Parce que l'hôtel de ville là, se ferme à 16h30, mais la bibliothèque a des heures qui sont de soir et de fin de semaine. Donc, vous pouvez là, passer à la bibliothèque n'importe quand, aller vous chercher un livre, aller signer la pétition, puis on a besoin de votre appui. C'est tout? Parfait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève l'Assemblée? Je le propose. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. On a eu beaucoup de présence là, sur Facebook ce soir. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés. Puis, on se revoit en septembre. Merci.